Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au programme de cette édition, nous commencerons tout d'abord par Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous reviendrons sur l'appétence des investisseurs pour ce type de placement, avec tout de même une crise de confiance de plus en plus présente vis-à-vis de la promesse ESG. Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur le dynamisme du secteur du crowdfunding en France à l'occasion de la sortie du baromètre 2021 du crowdfunding publié par Mazars et l'association Financement Participatif France. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Desportes, associé chez Mazars. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc par Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Alors, en ce qui concerne la collecte des fonds durables en 2021, celle-ci a presque doublé selon Novetic. Elle aurait atteint 896 milliards d'euros d'encours, soit 1186 fonds à fin 2021. Et en même temps, les scandales ou les questionnements sur le modèle ou l'impact des entreprises financées n'a jamais été aussi grand en ce début d'année 2022. Pour décrypter ce paradoxe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on peut peut-être commencer par se féliciter de ce niveau de collecte. Donc du coup, une collecte ISR, ESG, durable, de plus en plus importante année après année, avec des fonds qui ont presque doublé en 2021. Oui, tout à fait. Pour des entreprises comme nous, proposer à nos clients des fonds d'investissement responsables, c'est très important. Ça s'inscrit totalement avec la stratégie du groupe Crédit Mutuel Arkea. Si je prends un chiffre pour Arkea IS, c'est près de 90% de la collecte sur 2021 qui a été faite par des fonds labellisés. D'accord. 90%, donc c'est énorme. Alors c'est dû évidemment à des transformations de fonds. On souhaite proposer ces fonds-là à nos clients. Et au-delà des fonds labellisés, on peut aussi parler des autres fonds qui vont proposer de l'intégration des enjeux de développement durable, qui ne sont pas nécessairement labellisés pour des questions techniques, mais qui aussi connaissent un vrai succès. Je pense par exemple à des fonds autofocus qui sont basés sur des indices ESG ou bas carbone, et qui aussi connaissent un grand succès. Et alors en fait, le succès, il vient d'où ? Il vient du fait que les acteurs du monde financier proposent de plus en plus de fonds ISR, ou d'une réelle appétence des investisseurs pour ce type de fonds ? Alors, c'est un peu les deux. D'accord. Il y a tout d'abord effectivement l'offre. C'est important de constater que voilà, la gamme aujourd'hui, quand on crée un fonds chez nous et chez d'autres acteurs, on veut avoir des fonds ISR, on veut avoir des fonds qui intègrent ces sujets-là. D'accord, il faut l'avoir dans l'offre absolument aujourd'hui en 2022. Et on a aussi la réglementation qui nous y pousse, de toute manière. Ensuite vient l'appétence des clients. On va avoir d'ailleurs cette année une réforme réglementaire très importante avec la mise en place de MIF 2. Donc on va demander aux clients quelle est leur appétence sur ces risques ou sur cette prise en compte de ces enjeux de développement durable. D'accord, parce qu'effectivement, avant, on parlait de risque de performance financière ou en tout cas donc de perte en capital. Là, maintenant, on intègre le risque climatique et la vision de l'épargnant vis-à-vis de ce que finance son épargne, en fait. Exactement. Et ça va faire partie des questionnaires qu'on pose à nos clients lorsqu'ils souhaitent souscrire un produit. Donc on voit effectivement que c'est tiré par l'offre d'un côté et par la demande de l'autre. Alors, ce qu'on constate quand même depuis le début de l'année, c'est que, moi j'appelle ça une crise de confiance vis-à-vis de l'ISR ou en tout cas de la promesse ESG. On a vu des scandales du coup dans les maisons de retraite, on a vu des scandales, alors pas forcément en matière de financement, mais on voit des compétitions sportives où on se pose la question de savoir, que ce soit pour la Coupe du Monde de football ou les JO de sport d'hiver, si on est vraiment en phase avec les enjeux du moment. On a vu des risques ou des marées noires réelles. On a l'impression qu'il y a cette volonté d'investir vert ou durable du côté des épargnants, mais qu'ils ne comprennent toujours pas réellement où va leur financement réel, et avec parfois une incompréhension sur ce qui est financé. Oui, alors il y a deux finalement risques qu'on doit essayer de gérer. D'une part, c'est la promesse, la transparence dans la promesse. Il y a une grande partie des fonds qui sont aujourd'hui distribués sur la place en France, qui sont des fonds best-in-class sectoriels. Donc on va choisir les émetteurs les mieux disants sur les enjeux de développement durable au sein de leur secteur. Donc on peut se retrouver avec
des émetteurs de secteurs qui peuvent paraître surprenants pour les investisseurs. Alors, on a des politiques sectorielles. De notre côté, on a une politique, par exemple, d'encadrement du charbon, du pétrole, mais on peut retrouver des acteurs de certains secteurs qui peuvent poser question. Donc ça, c'est un des deux risques qu'on peut avoir. Le second, c'est celui des controverses sur un émetteur en particulier. On a eu un cas, effectivement, en début d'année dramatique sur les maisons de retraite. On essaye de gérer ce risque à travers une analyse, à travers les données qui sont disponibles, dont nous sommes tributaires finalement. Bien sûr. Mais je dirais, il y a d'une part la qualité des politiques, et puis au-delà de ça, il y a leur mise en application. Et on a connu par exemple, là je repense, ça remonte à quelques années, mais sur le scandale du Libor par exemple, des banques qui étaient au-dessus de tout soupçon, Bien sûr. mais avec des personnes qui ont fait des malversations, ou en tout cas qui sont allées au-delà des contraintes réglementaires ou de conformité, et donc des controverses pour l'émetteur. Et alors, du coup, le sujet, il est où? Il est au niveau de la donnée remontée par les entreprises pour ensuite y appliquer une notation ESG. C'est là qu'il y a une grosse marge d'amélioration? Il y a une marge énorme d'amélioration sur les données. C'est toujours le nerf de la guerre. D'accord. Alors, ça peut paraître un petit peu flou, cette question de données. Je vais juste essayer de séparer les données en deux grandes familles. D'accord, bien sûr. D'une part, on a les données qui sont des données, je dirais, analysées, prospectives. Notre métier, c'est d'acheter la performance future, pas la performance passée. Bien sûr. Donc, on va regarder effectivement quelles sont les politiques en place, est-ce qu'on a des objectifs précis, etc. Là, on a une question, d'une part, d'interprétation. Est-ce que cet objectif nous paraît aller assez loin, etc. Et puis, il y a la question de la réalité de cet objectif-là. Mais donc ça concrètement, pour bien comprendre, c'est quand on parle de données, par exemple, sur les objectifs, c'est des tableaux qui sont remontés, des business plans qui sont remontés et qui sont analysés pour le coup. Oui, et puis au-delà de ça, c'est vraiment de la compréhension de l'objectif. Si demain je veux typiquement analyser la performance environnementale de Bismart, je vais vous demander quelle est votre politique environnementale. Est-ce que vous avez des objectifs pour diminuer ou pour augmenter plutôt la part d'énergie verte, par exemple, etc. Donc c'est au-delà de simples chiffres, c'est aussi une démarche. D'accord, ok. Donc de comprendre l'objectif et qu'est-ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Exactement. Là, on regarde un peu le futur et donc on n'a pas de données qui sont figées par construction. Après, on a tout le monde, toute la famille de la donnée que je vais appeler brute. La tonne de CO2 typiquement émise l'année précédente, des niveaux d'accidentologie, donc le nombre d'accidents par personne par centaines de milliers d'heures travaillées, etc. etc. Là, il y a une question de standardisation de données et de disponibilité de la donnée. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des ratios, mais encore faut-il avoir cette donnée-là. Toutes les entreprises ont la donnée à transmettre aux investisseurs? Alors, malheureusement, non. D'accord. Et c'est tout l'enjeu de la réglementation qui est en train de se mettre en place. D'accord. C'est une réglementation pour les émetteurs qui, alors désolé, ça s'appelle CSRD, c'est un règlement européen. Le problème, c'est qu'il va arriver en 2023. Donc, dans un monde, et c'est un des vrais sujets qu'on a, c'est que dans un monde logique, il faudra avoir tout d'abord les émetteurs qui nous donnent des données, les producteurs de produits, en l'occurrence nous qui les analysons et qui faisons des produits avec un reporting spécifique, et ensuite on va demander à nos clients quelle est leur appétence à ce risque-là. Bien sûr. Ce qui est remarquable, c'est que la réglementation, dans la temporalité finalement, est exactement à l'inverse. D'accord. C'est-à-dire qu'on va demander cette année à nos clients quel est leur souhait de risque ou quelle prise en compte des enjeux de développement durable ils souhaitent. Dans un second temps, on va demander, donc ça va être à partir de 2023, aux producteurs de donner des reportings avec plein d'indicateurs. Et dans un troisième temps, on va demander aux émetteurs de produire ces données-là. Donc on voit que la Commission européenne a réussi à faire un truc formidable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que dès l'année prochaine, quand moi j'irai voir un professionnel de l'investissement et que je dirais moi je suis très engagé par exemple sur le S de ESG, par exemple, donc sur le côté social, en fait j'aurais beau vous dire tout ce que je veux, de toute façon vous n'aurez pas toutes les données de l'autre côté nécessaires pour faire en sorte que ça corresponde réellement à ma volonté d'investissement? Alors on n'aura pas nécessairement toutes les données effectivement qui seront produites par les émetteurs. Néanmoins, on travaille avec des fournisseurs de données qui vont nous proposer des approximations, qui vont essayer de l'analyser, etc. Parce que la réglementation va va normalement faire en sorte que vous ayez des données encore plus précises que ce que vous avez actuellement. Et tout à fait. D'accord. Ça va être vraiment beaucoup plus précis, standardisé au niveau européen. Et on va avoir normalement accès à cette donnée. Et donc, ce sera beaucoup plus facile finalement de comparer les performances d'un émetteur à l'autre et de comparer aussi un fonds
à un autre. Et alors, donc cette réglementation va arriver, mais j'imagine que donc, du coup, ça a un enjeu de réorganisation au niveau des entreprises, ou en tout cas de prise en compte de cette réglementation. Comment est-ce que d'un coup d'un seul, ils vont trouver une donnée qu'ils n'arrivaient pas à vous donner aujourd'hui ? C'est une vraie question pour ces entreprises. Il va falloir effectivement qu'elles standardisent la donnée, et la donnée extra-financière, et ça va être, c'est une véritable révolution pour elles. Et de la même manière, c'est aussi une révolution pour nous, en tant que distributeur, en tant que producteur, puisque auparavant, on avait finalement une notation ESG qui était globale. D'accord. Demain, pour se rendre compte du volume de ce que ça peut représenter, on va avoir 14 indicateurs obligatoires plus 2 optionnels de performance, qu'on appelle les PI, donc les impacts négatifs des émetteurs, les tonnes de CO2, l'accidentologie, etc., etc. 14 plus 2 optionnels indicateurs qu'on va devoir reporter. On va vous rajouter à cela la part verte qui permet de financer la transition énergétique, le volume des investissements responsables dans les fonds, plus, si on fait un fonds ISR labellisé, une notation extra-financière moyenne ou un taux d'exclusion et un taux de couverture. Donc on va noyer en quelque sorte nos clients sous une masse d'informations, et c'est là où le risque de compréhension pour nos clients, il est fort, parce qu'on va les noyer sous l'information. Finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir derrière avoir une bonne compréhension du risque, des enjeux et du produit? C'est tout l'enjeu. Donc c'est à nous aussi d'être pédagogues dans les produits qu'on présente. Oui, parce que si je comprends bien, en fait, alors ce que vous nous dites, c'est qu'ils vont être noyés avec ces nouvelles informations, mais en même temps, aujourd'hui, ils sont dans le flou vis-à-vis de là où c'est investi également. Donc en fait, la réponse, c'est de dire, on va leur donner plus d'informations pour qu'ils comprennent un peu mieux où est-ce qu'on investit. Et ce que vous dites, c'est que trop d'informations tue l'information. Voilà, il faut leur donner une information juste, précise, et qui puisse les éclairer. Si je vous donne aujourd'hui une tonne de CO2 d'un émetteur, ça ne vous dit absolument rien. Sauf si je l'ai sur 3 ans, par exemple, 3-4 ans. Sauf si vous l'avez d'une part sur 3 ans, sauf si elle est comparée avec d'autres émetteurs, avec un indice, etc. Donc il faut aussi expliquer cette donnée. En tant que telle, elle ne veut rien dire. En tout cas, on peut lui faire dire plein de choses. Donc il faut être vraiment pédagogue sur la donnée. Pour pouvoir être plus clair sur les produits que nous pouvons proposer à nos clients, c'est important. Et c'est pour ça aussi, et je reviens à cette question de confiance, qu'on doit aussi proposer des produits qui sont peut-être plus lisibles que du best-in-class, et donc aller soit sur des classes d'actifs qui font plus de sens, faire de l'immobilier vert, faire de l'infrastructure qui permet la transition énergétique, faire des fonds qui ont vocation à créer de l'emploi, etc. etc. Et donc c'est aussi modifier notre gamme pour gagner en lisibilité. Est-ce que vous constatez, donc là on a effectivement compris le sujet de la donnée, donc au moins on aura cette information. Alors le sujet c'est peut-être d'en avoir trop, mais donc du coup ce sera aussi le rôle des intermédiaires comme vous d'expliquer cette information. Est-ce que vous constatez un niveau d'exigence de plus en plus conséquent d'un coup d'un seul, j'ai envie de dire depuis la pandémie presque, vis-à-vis des investissements ESG, c'est-à-dire que les investisseurs là maintenant ne comprennent plus finalement qu'on n'investisse pas dans ce qui selon eux crée le monde de demain par exemple? Alors il y a 2 types, je pense, d'investisseurs. Vous avez les investisseurs institutionnels d'une part et les investisseurs particuliers d'autre part. Sur les investisseurs institutionnels, ils ont déjà une bonne connaissance finalement de ces enjeux de développement durable. Ils ont leur propre réglementation et leurs propres contraintes à les intégrer. Et eux vont être généralement très exigeants sur les détails d'informations pour aller vraiment très loin finalement dans les informations qu'on est capable de leur donner. Sur la clientèle particulière, c'est assez différent en fait. Il y a quand même une connaissance qui est moins forte. Ils veulent plus de sens de manière globale et peut-être avec moins de détails finalement. Ce qui les intéresse. Plus de sens, mais pas y passer plus de temps qu'avant, pour comprendre un petit peu dans quoi on investit. Être rassuré sur les investissements qui sont réalisés, que ça corresponde à leurs valeurs. Bien sûr, ouais. Mais après, pas nécessairement de la tonne de CO2. Je prends cet exemple parce que c'est... Bien sûr. Oui, c'est un de ceux qui parle le plus. Pour conclure, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux que par rapport à ce vers quoi on va, Jean-Baptiste Morel? Alors, on a une réglementation qui est... qui veut aller assez vite. Parce qu'elle va dans le bon sens quand même, cette réglementation. Elle va dans le bon sens. Ça va vous permettre d'avoir toutes les données pour analyser les entreprises. On salue tous les efforts qu'il y a sur l'uniformisation de ce qui est vert ou pas, donc c'est la taxonomie. Donc ça avance dans le bon sens. Après, avançons dans le bon sens de manière peut-être un petit peu plus organisée et de manière logique, notamment dans cet enjeu dont je parlais de temporalité et d'avancer sur la réglementation. En tout cas, pour s'assurer que nous ferons des choses de manière la plus rigoureuse possible pour nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons revenir sur le dynamisme du crowdfunding en France l'année dernière à l'occasion de la sortie du baromètre du crowdfunding 2021, donc en France, édité par Mazars et l'association Financement Participatif France. Pour revenir sur le dynamisme du secteur, donc l'année dernière, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Desportes, associé chez Mazars. Bonjour Bertrand Desportes. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par le secteur au sens large. Près de 2 milliards d'euros collectés en 2021 sur toutes les plateformes de financement participatif. On peut dire que 2020 a été une belle année, voire une année record en matière de crowdfunding. 2021 a été une année record, effectivement, on tangente les 2 milliards. C'est assez exceptionnel. On voit qu'on est sur une courbe de croissance très forte, plus 84% sur l'année 2021. Les taux de croissance des années précédentes, c'était plutôt aux alentours de 60 à 65%. Donc on voit qu'on est même sur une accélération de la croissance. D'accord. Donc à ce stade, c'est vraiment une courbe assez exponentielle. On n'arrive pas à distinguer s'il y a une forme d'aplanissement qui va s'opérer. Et bien malin sera qui connaît le plateau du crowdfunding. Est-ce que c'est 5 milliards? Est-ce que c'est plus? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 168 000 projets financés au cours de l'année, contre un peu plus de 115 000 l'année dernière, que le crowdfunding trouve vraiment ses marques dans différents secteurs d'activité. Depuis l'origine du crowd, pour avoir les ordres de grandeur en tête, c'est 5 milliards d'euros de collecte qui ont permis de financer des projets. Donc depuis 2015, c'est ça, l'origine du crowdfunding, c'est 2015 à peu près. C'est 2014-2015, les décrets qui permettent d'opérer en tant que plateforme de crowd datent de 2014. Oui. D'accord. Donc effectivement, près de 5 milliards collectés depuis 2015. Avant de rentrer peut-être un petit peu dans les différentes verticales au sein du crowdfunding, puisqu'il y a des réalités très différentes, il y a même des secteurs d'activité très différents. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette appétence soudaine, enfin soudaine non, mais en tout cas cette année record 2021 pour le crowdfunding? Moi, je crois que le crowdfunding a vraiment trouvé sa crédibilité dans les circuits de financement de l'économie, de manière très nette. C'est un acteur qui devient incontournable. Je pense qu'il y a un triptyque banque, fonds d'investissement, crowd qui s'installe bien. D'accord. Puis par ailleurs, je pense qu'il y a une très bonne adéquation entre les besoins des porteurs de projets et les attentes des épargnants, notamment, qui cherchent à diversifier leurs investissements. Donc là, ça fonctionne bien. Et puis par ailleurs, il y a les qualités intrinsèques du crowd, une notion de transparence. Je flèche mon argent sur un projet que je connais. D'accord. De traçabilité, je peux suivre le projet dans le temps, et d'accessibilité. Pour quelques dizaines d'euros, je suis capable d'investir dans un projet de crowd. Et ça parle aux particuliers, donc c'est très intéressant comme dynamique. Tout ça, auquel il faut rajouter la dimension digitale qui permet vraiment de faire les choses facilement, de manière très directe et très facile. Voilà. Oui, et je sais exactement donc, ce que vous disiez, je sais exactement ce que je finance, et donc je suis un peu plus engagé effectivement dans le financement. Et côté porteur de projet, alors après on va voir effectivement, parce qu'il y a différents types de secteurs, mais c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe finalement. Vous parliez des banques, vous parlez des fonds d'investissement, et le crowdfunding est également devenu une sorte de réflexe, de levier de levée de fonds. Exactement, et je pense que le crowdfunding marche d'autant mieux qu'il n'est pas en concurrence frontale avec des acteurs historiques, notamment les banques, mais vient en complémentarité sur des typologies de financement qui sont pris en charge, mais peut-être moins bien pris en charge par d'autres acteurs. Je pense, si on fait une focale sur les TPE-PME, tout ce qui est financement de la croissance, financement de l'immatériel, on voit bien que des acteurs traditionnels ont plus de difficultés à prendre des garanties. Le crowdfunding arrive à apporter des solutions qui rendent service aux entreprises. Ça, c'est pour le prêt. Bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, on a trois grandes manières finalement de faire du crowdfunding. On peut faire de l'investissement, mais on peut faire du prêt également. Donc ça revient à faire, ça revient à faire ou des actions donc pour l'investissement ou des obligations pour le prêt. Alors peut-être que c'est pas toujours vrai dans le crowdfunding, mais ça se rapproche finalement de ce qu'on appelle de ce qu'on voit en investissement traditionnel. On peut faire du don également. C'est les trois grandes manières d'investir, ou en tout cas de placer son argent via du crowdfunding. Exactement, c'est les trois grandes verticales. Je vais revenir d'un mot sur le don. Je trouve que le don, il est très emblématique. Le don, la manière de donner des Français a évolué. Le crowdfunding en don est devenu très grand public, de notre point de vue. Et il y a deux aspects. Il y a un aspect conjoncturel. L'actualité génère des projets de crowdfunding assez spontanément. Il suffit qu'il y ait une situation de tension, de difficultés, de crise, comme on l'a connu avec le Covid-19 ou il y a quelques années avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Immédiatement, des projets se créent en soutien pour acheter du matériel, pour aider ici ou là. Et ça, de manière assez épidermique, on voit que l'actualité génère des projets de crowd de manière assez évidente. Et après, de manière structurelle, je pense que la manière de donner des Français a évolué. Je pense qu'il
il y a une notion de transparence et de vouloir flécher son argent sur un projet ciblé qui vient en complémentarité avec le secteur associatif traditionnel et la générosité traditionnelle qui s'exprime pour une association et moins pour un projet en particulier. Donc ce que vous constatez, c'est que ça devient vraiment un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'on fait face à une difficulté de vie ou à un climat anxiogène ou là où il y aurait un besoin de financement anticipé, le réflexe de créer en fait une campagne de crowdfunding est assez intégré finalement par les particuliers pour le coup. Particuliers et entreprises, juste particuliers peut-être Sur le don, c'est plutôt des particuliers. D'accord. C'est 4 millions de particuliers qui sont portés sur des sujets de dons en crowdfunding en 2021. Et d'ailleurs, on voit c'est 65 millions d'euros de dons avec récompense, mais 131 millions d'euros de dons sans récompense. Donc là, on est vraiment dans le don, on offre effectivement son argent pour un autre projet. Oui. Exactement. Notre étude distingue bien les deux. Il y a le don sans récompense qui est vraiment la générosité pure et simple. Après, il y a ce qu'on appelle le don avec contrepartie. Et là, c'est par exemple en soutien d'un artiste ou en soutien d'une initiative. Bien sûr, c'est là où on va recevoir peut-être un album ou un t-shirt ou une place de concert. Exactement. Bien sûr. C'est exactement ça la contrepartie. Voilà. Donc le don, effectivement, est porté par cette dynamique. Il y a également le prêt qui n'existait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui se développe énormément pour le coup au crowdfunding. Oui, alors se développe énormément et je dirais qu'il a trouvé son usage dans quelques secteurs très ciblés. Alors j'ai un peu parlé de TPE-PME sur des aspects d'investissement immatériel. Il y a au moins 2 autres exemples emblématiques. L'immobilier, notamment les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans le cadre de la structuration de leurs projets, ont besoin de fonds d'amorçage en complémentarité des banques et de la pré-commercialisation de leurs programmes. Bien sûr. Pour lancer les premières dépenses. Et le crowdfunding permet de financer ou refinancer les fonds propres dont ont besoin ces promoteurs immobiliers. Et là, les chiffres sont très parlants. Le financement obligataire, c'est la locomotive du crowdfunding. Ça représente environ 1,145 milliard rien que sur l'année 2021. Donc on voit que c'est vraiment en masse la catégorie reine. Et par ailleurs, il y a tout ce qui est le financement de la transition énergétique. Bien sûr. Les communes, communautés de communes lancent des projets photovoltaïques, des projets éoliens et aiment associer les collectivités locales et notamment la population locale à l'essor de ces projets et au financement de ces projets. Et en faisant un programme de crowdfunding autour de ces projets-là... Donc toujours obligataire là pour le coup ou toujours obligataire? Obligataire, tout à fait. Permettent d'avoir des financements complémentaires qui donc fait participer la population locale à l'intérêt économique, mais aussi à l'intérêt environnemental. Et la contrepartie, et c'est prévu par la réglementation, c'est que ça permet à cet opérateur d'avoir des taux bonifiés d'électricité à la vente dès lors qu'il y a qu'on a associé la population locale au projet pour le coup. Exactement, c'est ça. Oui, donc on voit que ce soit dans le cas de l'immobilier ou dans le cas de financement de projets durables, en fait, que c'est intégré comme un des mécanismes de financement de ces projets et ça trouve sa complémentarité avec les autres mécanismes de financement. Exactement. Et il y a un dernier point, c'est tout le volet investissement en capital, notamment au niveau des startups. Alors là, pour le coup, donc c'est le financement classique via le crowdfunding, oui. Oui, d'investissement, crowd equity, où là on travaille sur les capitaux propres des sociétés dans lesquelles on va investir. C'est sans doute la partie la plus risquée du crowdfunding, mais aussi la plus stimulante puisque vous allez sur des projets d'innovation et ça représente un peu plus de 100 millions d'euros en 2021 avec également un bel essor puisque c'est une croissance de plus de 75% par rapport à l'année précédente. D'accord. Donc on voit vraiment qu'en fait on a ces 3 verticales, financement de start-up finalement on peut dire, ou de projets entrepreneuriaux, immobilier et tout ce qui est projet de finances durables. Donc là c'est quoi? C'est financement d'éoliennes, financement de projets photovoltaïques. Projets photovoltaïques également. Oui, il y a des projets assez emblématiques. Alors on en a récompensé un cette année qui est porté par la plateforme Enerfip, qui est une centrale au sol solaire la plus importante d'Europe, qui a été fait au niveau de la commune de Marcoussis. Donc ça, c'était un très beau projet. C'est 100% financé par du crowdfunding ou ça permet d'amorcer en fait le projet? 1,5 million de financement par le crowdfunding. Le reste du financement est un financement classique bancaire. Alors du coup, on l'a évoqué ensemble, effectivement, le crowdfunding trouve sa complémentarité par rapport à d'autres types de financement. Est-ce qu'on peut dire en 2022 ou en 2021, puisque le baromètre est en 2021, que
Le crowdfunding sert à ceux qui ne peuvent pas aller chercher des fonds ailleurs, ou en fait ça n'est plus vrai aujourd'hui? Non, c'est plus vrai du tout. C'est vraiment en complémentarité. Je crois que les circuits sont en train de se réorganiser. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est un des axes de ce baromètre, c'est de voir à quel point le crowdfunding et l'asset management travaillent de plus en plus conjointement. Il y a même un peu d'hybridation. Le crowdfunding peut être est parfois filiale de sociétés de gestion, parfois crée sa propre société de gestion, parfois est en partenariat avec des sociétés de gestion. L'idée, c'est d'avoir côté production de produits, des produits plus diversifiés avec des classes d'actifs nouvelles à proposer aux investisseurs. Et puis par ailleurs, côté distribution, les plateformes de crowdfunding se mettent à distribuer d'autres types de produits financiers comme des SCPI, notamment pour pouvoir fidéliser leurs épargnants. Ce qu'on a constaté sur notre baromètre 2021, c'est que des projets de crowdfunding, notamment en immobilier, sont extrêmement populaires, partent vite sur les plateformes, c'est-à-dire que vous les mettez en ligne et 3 heures après, en moyenne, en fait, la collecte, elle est terminée. D'accord. Là, vous parlez de quoi? De promotion immobilière ou de SCPI pour le coup? De promotion immobilière, voilà. Donc, en fait, ce qui veut dire que comme les plateformes proposent environ deux projets par semaine, qu'une collecte dure environ 3 heures, c'est intéressant pour les plateformes d'avoir par ailleurs d'autres produits à proposer pour que leurs investisseurs et épargnants réguliers aient matière à pouvoir se positionner sur des projets complémentaires. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que les investisseurs en fait sont très rapides sur ce type d'investissement. C'est quoi? Parce qu'il y a quand même un moment où il faut analyser le projet, il faut comprendre, on engage des fonds quand même. Bien sûr. Donc l'un des principes, c'est évidemment la diversification. Il faut diversifier ses plateformes et les projets. Mais ce qu'on a pu constater, et c'est très spécifique à l'immobilier, je pourrais vous donner les temps sur d'autres secteurs, mais l'immobilier, la moyenne de collecte d'un projet, entre le moment où il est mis en ligne et le moment où le projet est clos, c'est 3 heures. Donc c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que, et parfois, c'est une moyenne, pour certains c'est quelques minutes. C'est lié au taux de rendement qui est proposé, 9 à 10% en moyenne. Alors c'est pas le cas si on parle de start-up ou de prêts aux entreprises, où là on parle de jours de collecte, parce que évidemment les risques sous-jacents sont un peu différents. Mais pour l'immobilier, c'est très frappant. Ouais. Alors un mot peut-être très rapide, il nous reste quelques secondes, sur justement ces acteurs du crowdfunding. L'étude, donc le baromètre 2021, a été menée sur combien d'acteurs? Il y a combien d'acteurs en France aujourd'hui du crowdfunding? Alors, il y a 67 acteurs actifs. Bien évidemment, il y a beaucoup plus d'immatriculation et de statuts et d'agréments existants, mais en fait, il n'y a que 67 plateformes qui sont réellement actives, et on a eu une réponse exhaustive de ces 67 plateformes-là. L'environnement est en train de changer. D'un mot, il y a une réforme européenne sur le crowdfunding. Nouveau règlement européen, c'est le 2020 1503 de mémoire, qui vient remplacer les statuts habituels de CIP et IFP par un nouveau statut européen, un nouvel agrément. Donc conseil en investissement participatif et intermédiaire en financement participatif. Exactement. Par le PSFP, prestataire de services européens en financement participatif, qui va venir chambouler un peu les cartes, puisque toutes les plateformes existantes ont l'obligation de basculer sous ce nouveau référentiel qui oblige à se mettre à jour en termes de procédures, de gouvernance, de reporting, etc. Donc il y a une évolution du secteur et c'est peut-être un message pour 2022. Il risque d'y avoir un petit resserrement du nombre d'acteurs compte tenu de ces contraintes réglementaires. C'est un socle de réglementation plus exigeant, et donc le niveau de la barre augmente un petit peu. Merci beaucoup Bertrand Desportes. Je rappelle que vous êtes associé chez Mazars. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.